Donc bienvenue à la conférence animée par la MSA sur les infrastructures équestres et l'impact que ça peut avoir sur les chevaux, mais pas que. Nous, ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est sur l'humain. Je suis accompagnée ce matin par 4 conférenciers que je vais présenter rapidement et qui pourront aller un petit peu plus loin dans leur présentation ensuite. Je vais commencer avec Léa Guéguen, qui est doctorante en sciences cognitives et qui a soutenu sa thèse il y a à peine un mois et demi à peu près, début décembre. Nous avons à côté Pierre Malégol, conseiller en prévention donc, de la MSA Gironde. À côté Sophie Dubourg, qui est présidente de l'association Jump Ethic et qui est aussi exploitante sur une structure équestre, dont elle nous parlera aussi ensuite. Et Janie Manès, également exploitante sur une structure équestre. Donc on va peut-être commencer. Janie, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton parcours par rapport aux chevaux? Est-ce qu'au départ, c'est une passion qui s'est transformée en une profession? Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est né d'une passion. J'ai commencé l'équitation à l'âge de 8 ans. Et après, voilà, petit à petit, le chemin se faisant. Je n'ai pas commencé par enseigner. J'ai travaillé aussi dans une grande surface en parallèle, tout en montant à cheval. Et petit à petit, je me suis découvert une passion d'accompagnement. Donc j'ai commencé par mon accompagnateur en tourisme équestre, qui a suivi d'un BPGEPS en 2005-2006. Et de fil en aiguille, voilà, de passion en passion, d'avancer dans le métier, entre guillemets, j'ai fait une formation avec Andy Boots en 2015-2016, où j'ai passé mon BF1, BF2. Du coup, ça a été une belle remise en question pour moi, cette formation avec Andy, que je remercie encore énormément. Et en parallèle, j'ai ouvert ma structure en 2016, à la maison, du coup. Voilà, j'ai passé le cap de cette ouverture en 2016. Et cette structure, petit à petit, ça a grandi. Et pour moi, mon objectif, c'était de transmettre ce qu'est un cheval, comment il apprend, comment il vit, et faire au mieux pour que le cheval soit au plus près de ses besoins fondamentaux. Voilà. Sophie, si tu peux nous présenter rapidement ton parcours équestre, finalement. Depuis quand? Pareil, je pense que d'une passion est née une profession. Et en plus, après, mais ça, on verra au fur et à mesure de la conférence, notamment l'association Jump Ethic. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, oui, c'est un petit peu le même parcours. Moi, mes parents montaient à cheval, donc je suis tombée dedans un petit peu quand j'étais petite avec mon frère. Et alors au départ, c'était pas forcément prévu que j'en fasse mon métier, mais voilà, il y a eu tout un tas de circonstances qui ont fait que finalement, après mes études, j'ai eu l'endroit en fait qui s'y prêtait. Et du coup, j'ai ouvert un poney club. Voilà, ça fait 25 ans donc que je dirige un poney club en Sud-Gironde. Et sinon, voilà, j'ai toujours été sensibilisée évidemment de par mes parents qui me l'ont inculqué aussi, mais au bien-être des animaux en général, des chevaux en particulier. Donc de toute façon, voilà, ce respect des fondamentaux du bien-être dans mon poney club, il a toujours été là. Mais en plus de ça, c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne, donc je me suis formée à ça. Et notamment, il y a une quinzaine d'années de ça, j'ai suivi c'était la première promo, le DU éthologie du cheval à Rennes. Et c'est de là que tout est parti, et où vraiment, voilà, après, j'ai plongé dedans entièrement. Et c'est de là que tout est parti, et on arrive après à Jump Ethic, mais je crois qu'on vous en parlera un tout petit peu plus tard. Merci. Léa, c'est pareil, je pense que quand on fait une thèse sur la filière hippique, en tout cas, c'est qu'il y a probablement une petite passion dessous. Je te laisse nous raconter ton... Oui. Bonjour à tous. Oui, effectivement, je suis passionnée des animaux de manière générale depuis toute petite, mais des chevaux encore plus. Il y a toujours eu des chevaux dans ma famille, pas forcément en termes d'équitation, mais vraiment c'est l'animal en lui-même moi qui me passionne. Et c'est vrai que du coup je me suis dirigée vers un parcours en lien avec le comportement animal, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait depuis toujours. Du coup après j'ai fait un master d'éthologie, donc en 2 ans à Rennes. Et au cours de ce master, par opportunité, j'ai eu la chance de faire des stages donc en master 1 et en master 2 sur le comportement des chevaux.
Et donc pendant mon stage de 6 mois en Master 2, sur lequel j'ai travaillé sur la réactivité tactile des chevaux, et en fait j'ai rencontré mon encadrante de stage qui est devenue ma directrice de thèse à la suite, par opportunité également, puisqu'il y avait une thèse donc, qui se montait en lien avec la caisse centrale de la MSA. Et donc c'est comme ça que j'ai enchaîné sur la thèse derrière. Donc effectivement, ma thèse qui s'intitulait « Gestion d'établissements hippiques, identifier les meilleurs compromis pour optimiser bien-être et sécurité ». Alors, il s'agit d'une thèse CIFRE donc, qui a été menée en collaboration entre 2 laboratoires de recherche rattachés au CNRS et donc la CCMSA, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Alors côté laboratoire de recherche, j'étais encadrée par Martine Osberger et Séverine Henry. Et côté caisse centrale, il y avait un suivi également fait par Magali Caillon, Chloé Deschamps et Andy Silini. Et il y a également eu une grosse collaboration de fait avec la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe, puisque c'est eux qui ont recruté les différentes structures équestres qui ont participé à la thèse. Alors, juste pour commencer, un petit contexte, pour contextualiser voilà, comment s'est montée cette thèse finalement. Alors, un petit point sur le bien-être, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on parle bien-être un peu à toutes les sauces, mais finalement, on peut avoir plusieurs visions du concept. Alors, très souvent, il va y avoir on va confondre les termes de bientraitance et de bien-être, alors que c'est 2 choses qui sont vraiment très différentes. La bientraitance étant centrée sur les ressources de l'animal, tandis que le bien-être, c'est vraiment quelque chose qui est centré sur l'animal en lui-même, pas forcément sur ses ressources. Et donc, il y a maintenant quelques années, un groupe de différents spécialistes de différents champs disciplinaires ont acté une définition qui est maintenant largement utilisée sur le bien-être, qui est le bien-être d'un animal. C'est l'état chronique, mental et physique positif de l'animal lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux ainsi que de ses attentes. Et cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Donc cette définition, vraiment, elle permet de mettre en avant que le bien-être, c'est vraiment centré sur l'animal en lui-même, et aussi et surtout que le bien-être, c'est quelque chose de chronique, à ne pas confondre donc avec les émotions ou un stress qui est aigu. Le bien-être, ça va être sur du long terme. Alors le bien-être, on sait qu'on parle maintenant beaucoup de bien-être, il y a une grosse pression sociétale à ce sujet-là, notamment sur les animaux d'élevage et aussi sur les animaux de compagnie. Et du coup, on peut se dire que les chevaux, qui sont un animal plutôt mixte, eh bien, il peut être épargné par ces questions de bien-être. Mais pourtant, si on regarde dans la littérature scientifique, eh bien, il y a plusieurs constats qui sont faits, des constats qui sont quand même plutôt alarmants. Alors, des études qui ont montré, notamment en France, sur plus de 300 chevaux de centre équestre, qu'il y avait 35% à 68% de ces chevaux qui avaient des problèmes de bien-être. Mais c'est valable aussi ailleurs, pas qu'en France. En Grande-Bretagne, où sur près de 2000 chevaux observés, eh bien 82% d'entre eux avaient des problèmes de comportement. Donc ça, c'est de manière générale. Si maintenant on regarde un peu plus spécifiquement au niveau sanitaire, ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est que jusqu'à 100% des chevaux de certains sites peuvent être atteints de problèmes de dos. Au niveau des ulcérations gastriques également, jusqu'à 93% des chevaux qui ont des ulcères. Décidément, bon, hop. Et également au niveau de la problématique du surpoids, où on peut avoir jusqu'à la moitié des chevaux atteints de surpoids. Si maintenant on regarde qu'est-ce qui se passe en termes de gestion des chevaux, ce qu'on remarque également dans la littérature scientifique, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des chevaux, eh bien, ils vivent en boxe individuelle et ils sont nourris avec des repas qui sont riches en énergie. Alors certes, ces conditions de vie domestique, eh bien, elles peuvent apporter aux chevaux... Elles peuvent apporter aux chevaux des avantages, la présence d'abris, le fait qu'ils soient protégés contre des prédateurs, ou encore qu'ils aient du coup de la nourriture facilement accessible pour eux. Mais à côté de ça, on va aussi retrouver des effets plus négatifs avec donc, ces fameux problèmes de surpoids, des problèmes comportementaux, des problèmes sanitaires. Alors ça, finalement, ça peut s'expliquer directement par ces conditions de vie, puisque si on regarde en milieu naturel comment un cheval vit,
eh bien, il va vivre sur des grands domaines vitaux sur lesquels il va se déplacer en groupe et où il va passer la grosse majorité de son temps en alimentation, environ 16 heures par jour en alimentation. Et donc, il va se nourrir de quoi? Eh bien, de fibres, en tout cas d'alimentation qui va être pauvre en énergie. Donc, des choses, on voit bien un décalage finalement entre ces conditions de vie naturelles et les conditions de vie domestiques. Alors maintenant, si on s'intéresse un petit peu en termes d'accidents, et c'est aussi pour ça que cette thèse, elle s'est montée, si on reprend les chiffres de la Caisse centrale de la MSA, on voit que dans la filière hippique, eh bien, elle est très accidentogène. Elle va être en première place en taux de fréquence des accidents du travail et en deuxième en termes de taux de fréquence des accidents du travail graves mais non mortels. Donc de manière générale, un nombre d'accidents qui est assez élevé vraiment dans cette filière. Donc c'est dans ce cadre-là en fait, qu'on s'est posé la question, eh bien, est-ce qu'il existe un lien entre bien-être des chevaux et sécurité humaine? Et c'est aussi donc en lien avec cette question que la collaboration entre les laboratoires de recherche et la CCMSA s'est montée. Et donc une collaboration qui a lieu déjà depuis plusieurs années, bien avant ma thèse, et qui a permis de mettre en avant déjà plusieurs résultats. Donc c'est le cas des résultats que je vais vous présenter tout de suite. Par exemple, des chevaux qui vont vivre majoritairement au box, eh ben, il y a des études qui ont montré que ça va être des chevaux qui vont avoir plus de comportements dangereux envers l'humain au travail et aussi qui vont avoir une réactivité émotionnelle plus accrue. Donc du coup, un risque d'accident qui va être plus élevé pour les personnes qui travaillent avec les chevaux. Également, au niveau du travail du cheval, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un nombre important de chevaux montés qui ont des problèmes de dos. Je vous en parlerai plus tout à l'heure, mais ça peut être en lien direct avec les techniques d'équitation. Et des études ont montré que les chevaux qui ont des problèmes de dos, ça va aussi être des chevaux qui vont être plus agressifs envers l'humain. Et enfin, en termes d'alimentation, ce qui a été montré, c'est que le fait que les chevaux aient accès à volonté à des fibres, ça va aussi être des chevaux qui vont avoir une meilleure relation à l'humain. Donc finalement, toutes ces conditions de vie qu'on apporte au cheval peuvent derrière se répercuter sur la sécurité humaine. Et donc les études qui ont été faites jusqu'à présent, ce sont surtout des études sur des chevaux de centre équestre. Et donc là, l'idée avec ma thèse, c'était d'aller vers de nouveaux objectifs et aussi de s'intéresser à des chevaux de champs disciplinaires différents. Puisque effectivement, comme je viens de vous le dire, il y a plusieurs études qui ont été menées, mais des études qui se sont intéressées principalement sur un indicateur de bien-être, par exemple les fameuses stéréotypies qu'on peut entendre régulièrement, ces comportements qui sont répétés anormaux. Ou encore se sont intéressés sur un paramètre de gestion spécifique, par exemple juste les chevaux qui vivent en box versus des chevaux qui vivent dehors. Ou encore juste des chevaux de centre équestre. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'aller plus loin, où cette fois-ci, on allait s'intéresser à tous ces indicateurs, mais de manière multifactorielle. Alors pour ce faire, pendant ma thèse, eh bien, on a utilisé une approche multidimensionnelle, donc en termes de bien-être, donc centrée sur l'animal. Donc en regardant, en observant les chevaux et en relevant les indicateurs comportementaux et posturaux via des méthodes qui sont classiquement utilisées en éthologie. Et également au niveau sanitaire et physiologique. Donc au niveau physiologique, il y a des prises de sang qui ont été réalisées sur l'ensemble des chevaux, puisque dans la littérature scientifique, il y a plusieurs indicateurs physiologiques qui sont validés comme étant des indicateurs de bien-être. Et également au niveau sanitaire, où l'état corporel a été calculé, les blessures liées au travail ont été relevées, la couleur des muqueuses également, mais aussi la forme de l'encolure, puisque plusieurs études ont mis en évidence que des chevaux avec une encolure qui est plutôt ronde, eh bien, ça va être des chevaux qui vont avoir un dos qui est plutôt sain. Comparé à des chevaux avec une encolure qui est plutôt creuse, ça va être des chevaux qui vont avoir plus de problèmes de dos. Donc cette approche multifactorielle également en termes de gestion des chevaux,
donc au niveau de leurs conditions de vie, où là, on a relevé l'ensemble de ces conditions de vie en termes d'hébergement, la taille de son box, est-ce qu'ils sortent, est-ce qu'ils ne sortent pas à l'extérieur, est-ce qu'ils ont des voisins quand ils sont au box, etc., etc. Et également en termes d'alimentation, où là, on a relevé la quantité de foin, la quantité de granulés, le nombre de repas de granulés, le nombre de repas de foin pour chaque chevaux. Et donc, en plus, on s'est également intéressé à la manière de gérer les chevaux au travail, donc c'est-à-dire le temps de travail qu'ils avaient par semaine et aussi les équipements qu'ils avaient au travail. Et donc, cela sur 10 structures différentes. Donc, on avait des chevaux de centre équestre, des chevaux de course, donc des écuries de course de trot et des écuries de course de galop. Alors, en plus de ces observations-là, en termes de gestion, en termes de bien-être, on s'est également intéressé au travail du cheval, puisqu'il y a des études qui ont montré que la simple heure de travail par jour peut aussi impacter le bien-être de l'animal. Donc c'est pourquoi l'ensemble des chevaux ont aussi été filmés pendant leur séance de travail, où après, on a regardé les vidéos et on s'est intéressé au cavalier. On a regardé notamment la position du cavalier en termes de position des mains, longueur des rênes, tension des rênes. Et également au niveau du cheval, où on a regardé la position des oreilles, la hauteur de son encolure, la forme de son encolure, et on a relevé aussi les différents comportements. Donc cela sur l'ensemble des chevaux de la thèse. Alors l'une des premières questions de la thèse, c'était de voir comment finalement se caractérisent les différents sites équestres. Alors pour ce faire, on a décidé de s'astreindre dans un premier temps de l'effet de discipline. Donc on a regardé vraiment 3 structures qui étaient identiques en termes de discipline, donc des chevaux de centre équestre, pour voir déjà si des chevaux d'une même discipline se ressemblent ou pas en termes de bien-être. Alors pour ce faire, donc des chevaux issus donc, de 3 centres équestres ont été observés via la méthode que je vous ai présentée tout à l'heure, donc une méthode multidimensionnelle. Et donc c'était des chevaux qui vivaient dans 3 centres équestres qui se ressemblaient globalement, puisque des chevaux qui avaient 3 repas de concentré par jour, un repas de foin, qui se ressemblaient également en termes de nombre d'heures de travail par semaine. Ce qui pouvait différer un petit peu, c'était le temps de sortie libre de ces chevaux. Dans un des sites, les chevaux ne sortaient pas du tout, ils restaient au box tout le temps. Dans un autre site, ils sortaient 1 jour par semaine. Et dans le 3e site, ils sortaient 2 jours par semaine. Donc c'est ce qui peut faire la petite différence quand même entre ces sites, bien que ça soit quand même minime en termes de sortie. Et à partir donc des données de bien-être récoltées sur l'ensemble de ces chevaux, on a fait une analyse particulière. Alors en fait, cette analyse, elle permet de prendre l'ensemble des données récoltées, de faire un gros mix, de secouer tout ça et de créer des groupes de chevaux qui se ressemblent. Alors ici, on peut voir qu'on a un groupe noir, un groupe vert, un groupe rouge. Donc en fait, chacun de ces groupes comprennent des chevaux qui se ressemblent. Donc dans le groupe noir, on va avoir des chevaux qui sont peu attentifs à leur environnement, avec beaucoup les oreilles en arrière et aussi un indicateur physiologique qui est plutôt négatif en termes de bien-être. Un deuxième groupe, également plutôt négatif en termes de bien-être, où on va avoir plus des problèmes sanitaires, comportements négatifs envers l'humain, et aussi un indicateur de bien-être en termes physio qui est plutôt négatif. Et un troisième groupe, le groupe vert, où là, on va avoir des chevaux qui sont plutôt positifs en termes de bien-être, avec des chevaux plutôt positifs envers l'humain, et au niveau physiologique également. Alors si maintenant on regarde dans chacun de ces 3 groupes, quels chevaux on retrouve, et bien, ce qui est très intéressant finalement, c'est que chacun de ces groupes comprend un centre équestre en particulier. Donc en fait, le groupe vert, ça va être quasiment tous les chevaux du centre équestre 1, le groupe rouge, tous les chevaux du centre équestre 3, et le groupe noir, quasiment tous les chevaux du centre équestre 2. Donc maintenant, si on regarde chacun de ces centres équestres-là de manière plus détaillée, eh bien, pour ce faire, voici une analyse qui est plutôt visuelle. Alors en fait, c'est pas compliqué. Chaque carré représente un centre équestre. Et à gauche de la barre noire, on va avoir des indicateurs de bien-être qui sont plutôt positifs. Et à droite de la barre noire, on va avoir des indicateurs de bien-être qui sont plutôt négatifs.
qu'en fait, dès qu'on a des barres qui tirent vers la gauche, ça veut dire qu'on a des chevaux qui sont plutôt positifs. Donc ce qu'on voit ici, c'est que dans le centre équestre 1, on a des chevaux qui sont plutôt positifs, ça tire vers la gauche, comparativement aux deux autres centres équestres à droite. Et à côté de ça, eh bien, on a aussi relevé le nombre de chutes à cheval pendant que les observations ont été faites. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit que ça suit le même gradient. Donc le centre équestre vert tout à gauche, là où tous les chevaux tirent plutôt vers la gauche, donc avec un meilleur bien-être, c'est également là où on a le moins de chutes à cheval, comparativement aux deux autres centres équestres, où on a un bien-être qui est plus altéré et aussi plus de chutes à cheval pendant les séances de centre équestre. Donc finalement, qu'est-ce qu'on retient de cette étude? Eh bien, on voit que les profils de bien-être des chevaux, ils varient en fonction des établissements, ce qui est quand même étonnant parce que je vous ai dit tout au début que c'était des centres équestres qui se ressemblaient globalement. Donc finalement, pourquoi malgré une gestion qui est comparable, on peut avoir des différences en termes de bien-être? Alors il y a deux hypothèses qui ressortent. Une première, comme je vous l'ai dit, le temps de sortie libre, puisqu'on a vu quand même qu'il y avait des chevaux qui sortaient 2 jours par semaine, d'autres dans un autre centre, un seul jour par semaine, et dans un autre pas du tout. Et effectivement, ça suit le même gradient de bien-être. Les chevaux, là où ils vont le mieux, là où il y a moins de chutes à cheval, c'est aussi là où ils sortent le plus, 2 jours par semaine. Alors certes, c'est pas énorme, mais quand même, ça semble avoir un impact qui n'est pas négligeable. Mais la deuxième hypothèse, ce serait le travail. En termes de travail, comment ça se passe? Est-ce qu'on a des différences en fonction de ces structures ou pas? Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail sur cette étude-là parce qu'il y a encore des choses qui sont en cours d'analyse, mais il y a quand même des choses qui sont connues sur le travail dans la littérature. Notamment le fait que, eh bien, pendant les séances de travail, quand les chevaux ils ont une encolure qui est plutôt haute, eh bien, en parallèle, on sait que c'est aussi des chevaux qui vont avoir plus de problèmes de dos. Et donc, en lien avec ces postures au travail, on sait aussi que ça a un lien avec, finalement, les techniques d'équitation, donc la posture du cavalier à cheval. Donc, notamment, des cavaliers qui vont avoir plutôt les mains hautes, mais du coup, ça va engendrer une encolure qui va être plutôt haute pour le cheval, pour se soustraire, finalement, de l'action du mors, et donc, derrière, plus de problématiques de dos chez ces chevaux-là. Contrairement à des mains qui vont être plus basses, donc une encolure aussi qui va être plus basse, et derrière, moins de problèmes de dos pour ces chevaux-là. Si maintenant on regarde entre deux structures, une étude également qui a été menée sur 2 centres équestres, où là, on s'est intéressé vraiment aux techniques d'équitation. Et on a regardé comment étaient montés les chevaux dans ces 2 structures-là. Et donc, on a vu que dans un des centres équestres, on avait plus de mains hautes comparé à l'autre centre équestre. Donc, en fait, à gauche, on a un centre équestre et à droite, on a le deuxième. Et donc, le premier graphique, on voit bien qu'on a dans le centre équestre A plus de temps avec les mains hautes pendant les séances de travail par les cavaliers. Et ce qui se répercute finalement sur la position du cheval au travail, mais qui a un impact même à plus long terme quand le cheval n'est pas au travail. Donc, des mains plus hautes engendrent une encolure plus haute sur le cheval et à terme, en dehors des séances de travail, on va aussi retrouver donc plus de problèmes de dos chez ces chevaux-là et aussi des réactions qui vont être plus négatives envers l'humain, contrairement à des chevaux qui sont montés avec des mains plus basses. Alors justement, cet impact du travail, comment le cheval il le perçoit? Alors, dans le cadre de ma thèse, on a fait différents tests de relation à l'humain. Donc on appelle ça comme ça. L'idée, c'est de voir comment le cheval y perçoit l'humain dans différents contextes. Donc on a mené différents tests. Un premier, où l'idée, c'est de passer dans le couloir de l'écurie, quand les chevaux sont chacun dans leur box, et au moment du passage de l'humain, quand le cheval a sa tête par-dessus la porte du box, de relever sa réaction. Donc une réaction qui peut être plutôt positive, qu'on a scorée en fait avec des scores A et B, quand le cheval s'avance notamment avec les oreilles en avant, des réactions neutres, quand le cheval ne change pas de comportement au moment du passage de l'humain, et des réactions qui peuvent être plutôt négatives, agressives ou de peur, quand le cheval va se retirer, en fait, au fond de son box au moment du passage de l'humain, ou si le cheval devient plus agressif avec des oreilles en arrière. Et à côté de ça, on a également fait un autre test
où cette fois-ci, c'était globalement le même principe, mais on rentrait dans le box de l'animal avec un équipement de travail pour voir comment le cheval percevait l'humain quand il est associé finalement à un équipement de travail. Alors l'équipement de travail pouvait varier en fonction des chevaux. On avait une selle pour les chevaux de centre équestre et un surfait pour les trotteurs, parce que je vous ai dit que dans la thèse, on a été également voir les chevaux de course. Donc on avait, comme les chevaux de course, c'était des chevaux qui étaient attelés, là on est allé avec un surfait dans le box. Et donc de la même manière, on a aussi relevé la réaction des chevaux avec ces scores-là, donc A et B positifs, C pas de réaction et des scores plutôt négatifs de D à G. Alors qu'est-ce qu'on observe ? Là, on a l'ensemble des 9 structures observées pendant la thèse. Donc centre équestre 1, centre équestre 2, centre équestre 3. Après, le trotteur 1, trotteur 2, trotteur 3. Et les galopeurs, donc G1, G2, G3. Alors on voit qu'au simple passage d'un humain au milieu du couloir, jusqu'à on passe sans équipement de travail, on a globalement des réactions qui sont quand même assez positives. Bien que dans certains sites, on peut voir pour le trotteur 1, on a quand même des réactions déjà qui sont assez négatives, mais quand même globalement des réactions positives avec des différences entre les sites. C'est aussi ça qui est intéressant finalement, de voir que entre deux trotteurs, on ne va pas avoir les mêmes réactions. On peut avoir des réactions différentes entre un centre équestre et un galopeur, etc., etc. Ils sont tous différents. Si maintenant on regarde les réactions de ces chevaux quand l'humain est associé à un équipement de travail, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien là, on voit qu'il y a beaucoup plus de rouge qui clignote déjà, comparé au premier graphique, où vraiment donc, on a des réactions qui sont beaucoup plus négatives quand l'humain est associé à un équipement de travail. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, on voit bien qu'on a également des différences entre les sites, encore une fois. Le trotteur 1, encore, qui ressort très rouge, avec des réactions qui sont très négatives, mais ce n'est pas forcément le cas dans le trotteur 3. Voilà. Donc finalement, qu'est-ce qui ressort de cette thèse ? Eh bien, c'est quand même qu'il ne faut pas oublier l'impact du travail sur le cheval. Alors, du point de vue des humains, pourquoi cet aspect-là peut être oublié ? Déjà, c'est vrai que ce n'est pas forcément un aspect qui a été plus que ça étudié jusqu'à présent sur l'impact du travail sur le bien-être chronique. Et c'est aussi quelque chose qui est assez novateur finalement et qui apporte du nouveau par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de bien-être, dont il est vraiment intéressant de s'approprier. Ce qui est aussi novateur, c'est que ça remet en cause les normes sociales sur l'activité des courses notamment, puisque c'est vrai que les courses ont tendance à être pointées du doigt. Or ici, on voit bien que finalement, c'est plus un effet site qui prime plutôt que l'effet de l'activité en elle-même. Donc ne pas oublier que l'équitation, finalement, ça peut être un levier d'action aussi pour la sécurité humaine. Concernant le cheval, maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a les mêmes conséquences des modalités de travail, peu importe l'activité, que ce soit un trotteur, un galopeur, un centre équestre, peu importe, les techniques de travail vont avoir un impact sur la position de l'animal au travail et à plus long terme sur son état de bien-être. Donc vraiment, c'est important de prendre en compte l'équitation aussi dans l'évaluation du bien-être, en plus des conditions de vie dont on connaît maintenant l'impact en termes d'hébergement, d'alimentation, de vie sociale, etc. Mais il est vraiment important de relever l'équitation en plus de tout cela. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci Léa. Je vais rebondir sur le partenariat avec la MSA et sur l'intérêt en fait de la santé-sécurité au travail. Pourquoi c'est si important pour nous ? On a vu l'accidentologie qui est quand même très importante. Est-ce que Pierre, tu peux nous parler un petit peu des services de santé au travail qui peuvent avoir un impact fort dans la filière et dans la sécurité des humains ? Oui, donc moi je représente les services de santé-sécurité au travail de la MSA, donc qui regroupe à la fois les médecins du travail et les infirmiers de santé au travail, qui ont en charge, on va dire, le suivi de l'état de santé des travailleurs agricoles, donc par le biais des visites médicales périodiques, mais aussi d'études de poste dans les structures, et notamment dans les structures équestres. Et puis, donc, ils sont également composés de conseillers en prévention comme moi qui accompagnons les entreprises, donc aussi bien les exploitants que les employeurs de main-d'œuvre, dans le déploiement de leur démarche de prévention.
Et donc, nous, notre objectif, évidemment, c'est de réduire les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et plus globalement, de chercher à améliorer les conditions de travail dans les structures. Et donc, on l'a vu, comme Léa le disait, la filière hippique est une filière très accidentogène, donc forcément, nous, on s'y intéresse de près, et on le voyait, 3/4 des accidents sont en lien avec le cheval. Donc forcément on est obligé aussi d'aller se pencher sur qu'est-ce qui fait que il y a ces réactions là de peur, pourquoi il y a autant de chutes dans certaines structures, etc. Donc forcément nous aussi on s'intéresse à cette question là, et on a vu que plus les besoins fondamentaux des chevaux sont remplis, et finalement plus on réduit le risque d'accident dans les structures. Très bien. Sophie, je me tourne vers toi pour nous présenter donc une façon aussi d'intégrer le bien-être animal et les structures équestres avec la création de cette association Jump Ethic. Donc on va juste attendre d'avoir le petit PowerPoint. Sophie, je te laisse la main pour nous expliquer ton association. Ouais. Je pense que du coup vous avez commencé à comprendre pourquoi est-ce qu'on est partenaire en tout cas de la MSA avec cette association qui s'appelle Jump Ethic, que vous allez découvrir sur le panneau normalement. Mais voilà, ça a été quand même expliqué très clairement là depuis le début par Léa et Pierre ensuite. C'est-à-dire que donc c'est une association que j'ai créée en 2021 et qui a pour objet de sensibiliser au bien-être équin. Et donc, dès le départ, on a cherché des partenaires, effectivement, et la MSA a répondu très rapidement présent parce que donc, le lien est fait. Un cheval qui est bien dans sa tête est plus sécuritaire pour les enfants qui l'aimantent, les enfants, les jeunes, les adultes, et surtout, évidemment, les personnes qui travaillent avec les chevaux. Donc, c'est évidemment le travail de la MSA de les aider. Donc, ce lien a été évident. Donc en fait, cette association, donc voilà, on est là pour sensibiliser à ça, et notamment les conditions de vie, parce qu'on vient de voir que les conditions de vie, c'est très important. Et nous, on a voulu mettre l'accent sur notamment les 3 F. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des 3 F, les jeunes qui sont là par exemple. Vous savez ce que c'est les 3 F ? Non, voilà. Donc c'est les fondamentaux, ça c'est toute la fin. C'est les fondamentaux du bien-être équin. Et alors c'est une formule qu'on a trouvée, mais en anglais. C'est Friends, Forage, Freedom. Donc les fondamentaux, respecter les fondamentaux du bien-être, ça veut dire que les chevaux doivent avoir accès à la liberté quotidiennement, que c'est mieux pour leur bien-être. Ça veut dire qu'ils doivent avoir des amis, ils doivent avoir des contacts sociaux, friends, d'accord, les amis. Et forage, c'est-à-dire un accès aux fibres à volonté, parce qu'on le sait, de par les études scientifiques, etc., on sait qu'ils ont besoin de manger tout au long de la journée une nourriture en fibres. Non, tu peux rester là. De toute façon, voilà, je suis partie un peu... Donc l'éthologie, vous savez tous ce que c'est. C'est une science, et Léa en a parlé, évidemment. Elle est éthologue, et voilà. Avant, ça commence à changer, mais c'est vrai que pendant quelques années, là, l'éthologie, vous pouvez le voir sur d'autres carrières. Là, il y a plein de gens qui vont vous dire qui vont faire de l'éthologie, et c'est du travail à pied finalement. Mais l'éthologie, c'est vraiment une science, et c'est ce que Léa a présenté. C'est pas aller faire du travail à pied avec un cheval. Ça, c'est encore autre chose, mais c'est un mot qui a été divulgué comme ça. Bon, voilà, c'est un peu passé dans les mœurs, mais l'éthologie, c'est vraiment de la science au départ. Et aujourd'hui, maintenant, voilà, les études scientifiques, par contre, aujourd'hui, elles sont là, elles sont présentées tout le temps. Maintenant, c'est vrai vous pouvez y avoir accès très, très facilement. Donc, ça, c'est important et c'est chouette. Maintenant, vraiment, le grand public a accès à tout ça. Et il y a même, donc là je parle de la FFE qui a sorti qui travaille encore sur une étude qui s'appelle Happy Athlete. C'est-à-dire que pour même les chevaux de haut niveau qui sont là, qui sont au jumping là, maintenant on montre que eux aussi, on s'en doutait hein, bien sûr, mais ils peuvent performer à très haut niveau comme vous le verrez aujourd'hui, et pour autant respecter ces fameux 3F, donc respecter et avoir accès aux fondamentaux du bien-être.
Donc Jump Ethic, en fait, nous, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant, comme tout le monde le fait, hein, comme Léa le fait, mais voilà, c'est une association en plus qui aide à parler de ça et à mettre en avant ça et montrer que, alors que ce soit pour le haut niveau, mais aussi pour les amateurs, les petites épreuves, etc., que on peut, dans les clubs et pour les propriétaires de chevaux et dans les clubs aussi, respecter ces 3 F. Donc voilà, l'idée, faire de la bientraitance animale une exigence éthique du cavalier. Voilà, que chaque cavalier, à tous les niveaux, même quand on arrive dans les poney clubs, etc., qu'on soit déjà au courant de ça et conscient de ces besoins que les chevaux et poneys doivent respecter. Donc l'idée, voilà, c'était que les cavaliers peuvent devenir des cavaliers Jump Ethic en adhérant à l'association. Et après, nous, on trouve des moyens pour essayer de les récompenser, pour essayer de valoriser ce comportement avec les chevaux. Donc on trouve des moyens, ça peut être les inviter à faire une épreuve au jumping comme on a fait hier, ça peut être faire plein de challenges pour essayer de les motiver à bien faire, mais en général ils le sont de toute façon, et surtout voilà, d'en parler et d'en reparler. Alors c'est ça, nos critères, ils sont ça, mais de toute façon on va y passer très vite parce que je viens de le dire. Donc les 3 F, l'accès à la liberté quotidienne, hein, freedom, la possibilité d'avoir des contacts sociaux, friends, et l'accès aux fibres à volonté, donc forage, ça peut être, on dit forage maintenant plutôt, voilà. Alors évidemment, bon, ça c'est d'autres critères qu'on a rajoutés après, évidemment un bon état corporel, un cheval trop maigre, on se doute bien qu'il y a un problème de bien-être. Et trop gros aussi, parce que Léa en parlait finalement, ils sont beaucoup plus, surtout dans les poney clubs et dans le mien aussi, je suis dedans, ils sont beaucoup plus souvent trop gros que trop maigres. Enfin, ça arrive aussi, hein, trop maigre, mais bon, voilà, chez moi, ça serait plutôt l'inverse. Et puis sur l'équitation, ben voilà, mort et muserolle, ben voilà, on essaye de sensibiliser au fait qu'il faut arrêter avec les morts impossibles d'un autre temps. L'hyperflexion, je ne sais pas si vous savez ce que c'est les chevaux qu'on maintient dans une position comme ça avec l'encolure très fermée, donc on sait aujourd'hui que c'est pas bon pour leur bien-être, donc voilà, on essaye d'en parler aussi. Et l'utilisation des ailes artificielles, la cravache et les éperons, ben, on se doute bien que c'est, voilà, se servir de la cravache comme d'une punition, ben, c'est évidemment pas chouette. Les éperons aussi, donc on essaye d'en parler, de ça aussi. Donc ça c'est vraiment alors, est-ce que c'est un danger? Parce qu'au départ, on est arrivé, ah ben oui, mais alors si vous parlez de ça, ben, du coup, ben, l'équitation, on va plus pouvoir faire de l'équitation bien jour si on se dit, il faut pas leur faire mal, il faut, voilà. Eh ben non, justement, ce qu'on veut essayer de montrer, c'est que c'est possible. La piathlète, la thèse qui est soutenue par Léa Lansade et qui a été commanditée par la FFE, entre autres, justement, elle montre qu'on peut performer à très haut niveau et respecter tout ça. Donc, non, le but, c'est de montrer ça. Comment ça se fait que ça ne va pas aussi vite, les changements? Parce qu'on sait aujourd'hui, hein, on le sait par Léa et tous les scientifiques qui bossent là-dessus, on le sait. Les fondamentaux du bien-être équin, ils sont connus, reconnus, diffusés maintenant, on le sait. Comment ça se fait qu'on trouve encore des clubs et des centres équestres ou des écuries où les chevaux ne sortent pas ou très peu? Eh bien parce qu'il y a encore plein de gens qui sont nés dans le siècle d'avant, moi par exemple. Et ben ils ont toujours fait comme ça, et puis finalement ça a marché, alors pourquoi changer? On a toujours fait comme ça s'appelle l'empirisme. Alors évidemment, les structures inadaptées, ben, il y a pas mal de clubs qui n'ont pas assez de place, par exemple, qui n'ont pas assez de place pour les mettre dans des grandes prairies vertes et saines, bien sûr. Aujourd'hui, on sait par contre, on va y aller après, mais qu'il y a des solutions pour ça. Le coût des adaptations, parce que si on a des petits box par exemple où aucun cheval ne peut se voir, se toucher, etc., il faut faire des travaux pour que ça change. Mais là justement, la MSA est là pour vous aider à se faire de ce genre d'aménagement par exemple. Ça marche comme ça, je l'ai dit, voilà, ça marche. Pourquoi se remettre en question? Pourquoi se remettre en question si ça marche? Voilà, difficile. Et se faire mal au paddock, voilà. Pourquoi ne pas mettre les chevaux ensemble? Alors il y en a plein, voilà, justement parce que oui, mais mon cheval il coûte très cher et puis il va se faire mal, ils vont se taper, etc. Donc alors il y a des études qui montrent déjà que Happy Athlete notamment qui montrent que non, justement, il n'y a pas plus d'accidents pour les chevaux qui sont ensemble au paddock que ceux qui sont au contraire lâchés 1 heure par jour, parce que justement ils vont être lâchés, ils n'ont pas l'habitude d'être lâchés, donc ils vont faire les idiots et potentiellement se blesser plus facilement.
Donc les solutions aujourd'hui, il y en a. Il y a des tas d'aménagements, faire des boxes sociaux par exemple, où des chevaux déjà peuvent, ne serait-ce que dans l'écurie, avoir des contacts, même des entiers d'ailleurs. Les écuries actives qui font que même sur un terrain qui va être petit, on peut faire des choses et on peut laisser les chevaux être ensemble et sur des petites... elles sont stabilisées, mais sur des petits espaces. Donc voilà, plein de solutions à faire et sur le stand de la MSA, ils vous en présentent, donc vous pourrez aller voir. Voilà, donc là on passe très vite, mais voilà, l'association elle a vraiment cet objet-là, sensibiliser, partager le message, informer les nouveaux publics. Ça, on va essayer de plus en plus d'aller travailler dans les poney clubs, voilà, les nouveaux arrivants, et on va essayer de trouver des solutions pour aller sensibiliser de plus en plus les plus jeunes. Et alors voilà, donc entraîner le plus grand nombre. Et nous voilà, ce qu'on essaye depuis le début, c'est donner envie en renforçant faire du renforcement positif, comme on peut faire dans l'apprentissage du cheval, mais en essayant de valoriser les cavaliers jump-éthiques, voilà, trouver des idées comme ça et essayer de changer. Voilà, voilà, non, ça tu peux passer aussi parce que... Oui, on a essayé de faire des interventions comme on fait, par exemple, je fais là ce matin, mais essayer d'aller faire ça dans des lycées agricoles, etc. Donc ça peut être une idée aussi. Et donc voilà, le partenariat avec la MSA, j'en ai parlé dès le début, mais c'est un partenariat qui nous paraît, et à eux aussi parce qu'ils sont là, mais relativement évident. Et ça rentre dans le concept One Health parce que finalement des chevaux qui sont bien dans leur tête et du coup qui sont agréables à manipuler, etc. Ça fait des dirigeants et des manipulateurs qui sont aussi bien parce que tout se passe bien. Et donc la santé de l'un ne va pas sans la santé de l'autre. Le bien-être de l'un ne va pas sans la santé des autres, de tout le monde qui travaille autour, à la fois des enfants, des jeunes qui les montent et à la fois des enseignants et des dirigeants qui s'en occupent, des palefreniers aussi, des soigneurs et tout ça. Voilà, merci beaucoup. Merci Sophie. Alors je pense qu'on n'a pas besoin de reprouver qu'il y a un intérêt à s'occuper des structures équestres. Maintenant je vais me tourner vers Janie qui du coup va être plutôt là pour témoigner, pour nous expliquer aussi c'est quoi les freins, c'est quoi les contraintes, c'est quoi la difficulté finalement d'essayer d'apporter et de changer ce regard sur la pratique équestre. Peux-tu nous expliquer un petit peu ce que tu as mis en place dans ta structure pour essayer de retrouver ces liens sociaux, d'avoir un accès à la nourriture quotidien, de pouvoir permettre aux animaux un mieux-être? Oui, tout à fait. Déjà, moi, quand j'ai ouvert ma structure, donc j'avais ce que j'appelle un passé équestre, où les chevaux vivaient en boxe, sortaient pas, je vais pas refaire tout le chemin. Et ça, c'était plus possible pour moi. Déjà, j'avais du mal à le supporter, ça se faisait, c'était comme ça. On ne cherchait pas plus loin. On vivait, on apprenait ce qu'on apprenait, enfin voilà. Mais au fur et à mesure de mon évolution, ma jument a été aussi un chemin pour moi, du coup, parce qu'elle ne supportait pas le boxe. Et de fil en aiguille, ça m'a remis en question. J'ai suivi la formation aussi d'Andy, qui on a bien appuyé sur tous ces changements-là. Et du coup, quand j'ai décidé d'ouvrir... alors mon chemin, j'ai ouvert petit à petit, en fait. Ça n'a pas été une ouverture... très décisif, c'est au fur et à mesure, l'envie, etc. Et du coup, j'ai dit, moi, pas de boxe chez moi. Boxe d'infirmerie, parce que voilà, faut aussi faire attention. Mais pas de boxe. Vie en troupeau, faut respecter les 3 F de Sophie, ce qui est prouvé en sciences. Je ne vais pas revenir là-dessus non plus. Donc, vie en troupeau. Petit à petit, j'ai eu des propriétaires. Donc, au début, ils ont été 2 par 2. Pourquoi 2 par 2? Parce que voilà, c'était comme ça s'est créé au fur et à mesure. Mais en période estivale, on va dire après les foins, de avril-mai jusqu'en septembre, octobre, novembre, tout dépend de la météo, ils se retrouvaient tous ensemble. Donc mon fonctionnement sur les chevaux de propriétaires, et aussi un peu les miens, mais bon, les pâtures sont différentes, c'est que j'ai une piste qui fait tout le tour de mes parcelles. Et en fait, le matin, je les lâche, et ils s'en vont dans une grande parcelle qui est ouverte. Donc déjà, ils marchent, ils mangent à volonté. S'ils veulent boire, il faut qu'ils reviennent dans leur paddock. Donc c'est aussi un outil et utile pour le déplacement.
qu'on sait qu'un cheval, si mon souvenir est bon, à l'état naturel, c'est de 20 à 30 km par jour. Donc ça, c'est plus adapté à la période estivale, je vais dire. En période hivernale, ils sont un peu plus restreints pour protéger les pâtures, justement, pour pouvoir faire le foin, qu'ils aient de l'herbe un max de temps. Mais ils sont 2 par 2 la nuit et ils se retrouvent en liberté. J'ai ouvert tous mes paddocks ensemble pour la journée. Donc ils ont abri. L'hiver, ils ont du foin à volonté. Ceux qui ont besoin de compléments, ils ont des compléments. Mon troupeau d'enseignement, je renchéris un peu sur Léade et Sophie, hein, c'est sur la pratique, est ensemble pour éviter tous les soucis, les conflits qu'on peut rencontrer en séance, en cours, que ce soit avec des enfants, débutants, confirmés, n'importe. La hiérarchie est établie, elle est stable et il y a beaucoup moins d'accidents. Les chevaux de propriétaires, du coup, aussi, quelque part, de toute façon, hein, quand ils vivent en troupeau. Sur l'effet de... Je voulais dire autre chose, j'ai perdu mon fil. Oui, l'éducation aussi, forcément. Donc là, on va parler plus d'équitation éthologique, même si on sait que l'éthologie, bon, le mot n'est pas bien employé, hein, on ne va pas revenir dessus non plus. Mais une bonne éducation du cheval fait aussi la sécurité de nous, humains, et de sa sécurité à lui aussi, de toute façon. Pour les freins... peut-être éventuellement le coût financier, éventuellement. Mais bon, moi, j'ai fait vraiment petit à petit. Voilà, mes paddocks j'ai stabilisé la partie abri avec le foin pour qu'ils aient les pieds au sec toute l'année et surtout l'hiver. Souci d'organisation éventuellement ou d'optimisation. Hein. Moi, mes parcelles, elles s'étendent un petit peu, donc je marche. Ça me fait faire du sport, moi aussi. Voilà. Après, je dis que quand on veut, on peut. Vous êtes là pour nous aider aussi si on a des questions. Mais si on veut vraiment faire, alors moi c'est ce que j'ai envie, hein, je fais au mieux. Je fais ce que je peux, je fais au mieux. On améliore d'année en année, on se forme aussi. Je continue toujours à me former, que ce soit en lisant des livres scientifiques ou aussi des formations en plus de mon enseignement, où là actuellement je suis en formation équitation Alexanders. Donc c'est sur la posture du cavalier. Et là je rebondis aussi sur... Un cheval bien dans sa tête, il est bien dans son corps. Et un cavalier bien dans sa tête et bien dans son corps. Et quand le couple est bien, c'est magique, quelque part. On a un bien-être, voilà, parce qu'il faut savoir que le cheval, si on prend le cheval au travail, s'il n'est pas relâché, il ne bosse pas correctement. Il ne peut pas. Si nous, on n'est pas relâché dessus, il ne peut pas être relâché, lui. Si nous, on est en mode tension, il va être en mode tension. Donc déjà, on a un sacré travail de posture à faire. Et ça, je vous invite les jeunes à vraiment vous former, vous faire former sur la posture. Parce que déjà, c'est bien pour vos chevaux, mais c'est bien pour vous aussi dans votre vie de cavalier, cavalière, professionnelle, où on se fait moins mal, du coup, que ça soit en tant que moniteur ou en tant que palefrenier. Puisque si je parle un peu juste pour faire simple, en équitation Alexanders, moi je dis que c'est une philosophie de vie. On l'applique aussi bien dans notre vie quotidienne que dans notre vie à cheval, sur le cheval, mais à côté du cheval aussi quand on l'a en longe. Parce que vous aussi, quand on l'a en longe, si on est crispé, tendu, le cheval, il ne peut pas bien fonctionner, c'est pas possible. Et après, en plus, on peut engendrer éventuellement la gestion des émotions mutuelles, humains et équins. Voilà ce que je peux dire. Pierre, du coup, je me tourne vers toi. Janie a évoqué l'intérêt de la MSA dans ces accompagnements qui peuvent être faits sur les structures. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Est-ce que tu peux nous expliquer quels vont être aussi le regard, finalement, de personnes extérieures à cette structure qui va permettre de peut-être positionner des questionnements qu'on ne se poserait pas quand on est dedans? Donc déjà pour rappeler, nous on a vraiment une posture de conseil et non pas de contrôle dans les structures, donc on ne va pas juger les pratiques, on ne va pas vous dire comment il faut faire, mais on part aussi de vos aspirations, vos volontés, vos envies d'évolution et effectivement d'essayer de trouver des compromis pour concilier justement cette volonté-là d'aller dans le sens du bien-être du cheval et en même temps des contraintes qui sont plus ou moins faciles à déplacer du fait de vos structures. Donc on n'est pas là pour
faire fi de justement l'existant, parce qu'on va composer avec vos bâtiments, des bâtiments qui sont parfois vétustes, mais on essaye de trouver des aménagements et des solutions adéquates qui répondent à vos besoins et ont besoin des chevaux. Donc ça passe par du matériel, de l'achat de matériel, parce que c'est bien beau de dire que il faudrait mettre du foin à volonté aux chevaux dans les prés, etc. Mais se pose la question de comment on approvisionne ce foin, comment on le stocke. Donc nous, on est là aussi pour répondre à ces interrogations-là et faciliter toutes ces interactions qu'il y a autour de ces réponses à ces besoins. Parce que voilà, quand on parle du foin, ben oui, on va peut-être mettre des râteliers dans les prés pour ne pas avoir à y aller tous les jours, mais quand on a un hiver comme l'hiver dernier avec celui-là aussi, ouais, mais 20, enfin voilà, des ornières de 20-30 cm où on peut plus du coup aller au tracteur amener les boules de foin dans les prés, bah, comment on répond à ce besoin-là tout en se préservant, parce que nous c'est aussi évidemment ça notre préoccupation. On parle beaucoup de la santé des chevaux, mais nous notre préoccupation première ça reste quand même la santé des travailleurs. Et c'est marrant parce que souvent on fait le constat quand même qu'il y a des préoccupations. Vos structures ont beau être différentes, il y a des préoccupations qui vous sont communes. Évidemment, la recherche de rentabilité, la volonté d'offrir des services de qualité aux clients, donc aussi bien aux cavaliers, aux propriétaires de chevaux, mais même aux parents des cavaliers, des conditions d'accueil décentes. Évidemment cette préoccupation de la santé des chevaux et de l'absence de blessures pour la plupart, parce que quand on parle de santé c'est pas forcément la question du bien-être, mais au moins l'absence de blessures, ça réunit toutes les structures. Mais par contre la question de la santé et de vos conditions de travail, c'est bien souvent la dernière des préoccupations et ça passe un peu à l'as. Alors que souvent c'est un métier passion qu'on a envie d'exercer toute sa vie, donc là il y a bien un paradoxe. Donc nous, on est là aussi pour faire en sorte que vous puissiez durer le plus longtemps possible dans ce métier. Et donc oui, ça passe par l'achat de matériel, de l'aménagement des structures à plus ou moins long terme. Et nous, on va vous aider à avoir une vision globale en prenant en compte d'où vous partez, d'où vous avez envie jusqu'où vous avez envie d'aller. Parce que si on fait des aménagements à un instant T, peut-être qu'on va, si on ne pense pas à ce que vous avez prévu de faire sur le long terme, on va peut-être s'empêcher de pouvoir faire d'autres choses. Donc il faut vraiment avoir cette vision à long terme. Et donc nous, on est là effectivement pour vous faire vous poser des questions que vous n'êtes pas forcément posées et puis jalonner, parce que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain en fonction des moyens que l'on a, des moyens financiers d'une part, mais aussi des moyens humains, parce que selon aussi si on a des salariés ou non, on peut faire plus ou moins de choses, plus ou moins d'aménagements et se faciliter le travail quotidien. Et puis voilà, on a parlé aussi de la question de mettre les chevaux au paddock tous les jours, etc. C'est pas aussi, il y a ce frein-là, comme tu disais, Janie, la question des déplacements, devoir les amener, sortir tous les jours au paddock. Ça pose la question de la stabilité des sols aussi, parce que à force de faire tous ces allées et venues, forcément les chemins deviennent très boueux. Alors c'est pénible de marcher dans de la boue, mais en plus ça empêche peut-être d'avoir recours à de la mécanisation, d'aller avec le tracteur, d'aller avec une brouette pour nourrir les chevaux dans les prés. Et puis en plus les chevaux, des fois on ne sait pas pourquoi, ils peuvent faire un écart face à une flaque d'eau et on va se le prendre sur le pied. Donc voilà, il y a plein d'enjeux autour de ces questions-là. Et donc nous on peut vous accompagner, mais au-delà de ça, de toutes ces questions-là de bien-être animal, aussi sur les questions de gestion de vos structures de manière globale, vous faire réfléchir à toutes les interventions qu'il va y avoir. On minimise souvent aussi toute la gestion de la structure au niveau des espaces verts, parce que vous allez avoir recours à des tronçonneuses, à des débroussailleuses, etc. Et tout ça, ça occasionne aussi des risques. Donc on peut aussi vous accompagner sur ces questions-là, sur aussi l'entretien des toitures, comment on intervient au niveau des gouttières, comment on change l'éclairage dans les structures. Voilà, il y a des risques de chute de hauteur. Voilà. Donc tout ça dans sa globalité, on est là pour vous accompagner, faire avec vos moyens. Et puis nous aussi, on a cette chance-là d'aller dans beaucoup de structures, donc on a beaucoup de situations de référence et d'exemples. Alors évidemment, je le disais, rien n'est transférable d'une structure à une autre, mais en tout cas, ça donne des idées. Et ces trucs et astuces peuvent faciliter le travail. Il n'y a pas forcément besoin de moyens colossaux, des fois avec des petites choses, et déjà s'enlever des petits irritants aussi,
le tuyau qui fuit, qui va pas assez loin, qu'on est obligé de rebrancher à 3 reprises quand on veut aller arroser la carrière. Et ben voilà, toutes ces questions-là, on est là pour vous accompagner et faire en sorte d'y répondre le plus favorablement possible. Merci. Moi, Léa, j'avais une petite question du fait de ta thèse. Comment tu as été accueillie dans ces structures équestres qui finalement sont plutôt arrière-gardistes plutôt qu'avant-gardistes. Donc du coup, comment ils ont pu... est-ce que ça leur a permis de réfléchir, à modifier un petit peu leur manière de faire? Raconte-nous un petit peu le terrain finalement de cette thèse. Oui. Alors le terrain, ce qui m'a le plus plu. Hein. Du coup, effectivement, ça dépendait des structures. Dans les centres équestres, on a globalement été bien accueillis parce que, alors je sais pas, c'est peut-être que dans les centres équestres, ces aspects-là sont déjà un peu plus connus, c'est un peu plus ancré peut-être, bien qu'il y ait encore du chemin à faire, mais voilà, en tout cas, on en entend peut-être plus parler. Donc voilà, il y avait 4 centres équestres, il y en avait déjà 3 avec lesquels le laboratoire de recherche avait déjà travaillé, donc eux c'était assez facile. Et le 4e, on l'a trouvé facilement avec la MSA de Mayenne-Orne-Sarthe. Et après dans les écuries de course, alors là c'était un peu plus compliqué parce que c'est vrai que l'aspect... Alors je ne vais pas dire qu'ils sont fermés au bien-être, au contraire, parce qu'ils s'en sont persuadés que si les chevaux vont bien, c'est aussi pour le côté performance, c'est super important. Mais je pense qu'ils sont tellement pointés du doigt sur différents aspects de dopage. Enfin, on fait beaucoup on entend beaucoup parler de ça notamment, que le fait de laisser entrer quelqu'un dans les structures, c'est pas forcément facile non plus pour eux. Du côté des trotteurs, on a trouvé quand même assez facilement. Les trotteurs, en plus, ils ont des conditions de vie qui finalement respectent ces fameux 3F dont on parle notamment. Du coup, c'était plus des aspects en lien avec le travail qu'on a tenté de mettre en place. Et chez les galopeurs, là, c'était un peu plus compliqué. Mais finalement, de fil en aiguille, il y a 2 écuries qu'on a trouvées assez facilement, on va dire, avec la MSA, dont une écurie d'ailleurs de course de galop, je tiens à préciser, qui est assez atypique, parce que c'est peut-être le seul en France pour lequel tous les chevaux vivent dehors. Donc comme quoi, on peut, c'est possible aussi, même pour des chevaux de course, de vivre H24 dehors. Et la 3e écurie de course, ce qui est rigolo, c'est que je l'ai trouvée en fait au fil de mon terrain, au fil de l'eau, parce que finalement, quand j'étais dans les structures, j'ai été quand même très très bien reçue. Il y a peut-être les premiers jours où il a fallu qu'on apprenne à se connaître, mais quand ils ont vu que juste j'observais les chevaux, que je ne faisais rien de mal, que je ne jugeais pas les pratiques et que c'était vraiment de l'observation pure, j'ai été vraiment très bien reçue. J'ai vraiment apprécié échanger avec tout le monde. Et du coup, c'est même une des écuries de course de galop qui m'a trouvé la 3e écurie. Il a appelé un collègue, il me dit écoute, elle a besoin d'une 3e écurie de course, si tu peux lui ouvrir tes portes, ça serait chouette. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. Donc non, globalement, ça s'est très bien passé. Et alors, les changements, c'est pas forcément évident. Ils ont tenté des choses. Ils ont testé. Après, voilà, l'idée, c'était aussi de tester, justement. On ne pouvait pas forcément savoir comment ça allait prendre. Tous ceux à qui c'était prévu qu'on teste, il y a eu des choses de tester. Voilà. Après, les résultats ne sont pas forcément évidents. C'est encore en cours d'analyse en plus. Mais voilà, en termes de temporalité, ce n'était pas non plus forcément évident par rapport aux contraintes aussi de date de thèse. Voilà. Mais il y a des choses qui ont été mises en place, des expériences, des choses complètement autres que finalement changer complètement les conditions de vie, parce que c'est aussi, il faut quand même se mettre aussi à la place des professionnels. Quand on leur demande, sortez-les plus, ça change quand même le quotidien, la manière de gérer le personnel. C'est des grosses structures, c'est pas simple. Du coup, l'idée de la thèse, c'était aussi finalement de créer ce lien de confiance et aussi tout en échangeant, de faire prendre conscience de l'impact que ça peut avoir. Déjà, ça, c'est énorme. Et donc, il y a des choses qui ont été faites, notamment de diffuser, par exemple, des stimulations acoustiques dans une écurie de course de galop. Donc, c'est carrément autre chose. C'est pas du tout des changements de conditions de vie. Et évidemment, il ne faut pas les oublier. Mais rien que cette petite chose, ils se sont rendus compte, c'est vrai que finalement, le cheval, il est capable de détecter des choses qui sont hyper subtiles. Et ça a un impact sur son bien-être. Donc si on fait des choses encore plus grosses, l'impact que ça peut avoir, il est énorme. Donc voilà, c'est des petites marches par des petites marches, mais quand même globalement très satisfaisant. Très bien. Je vais me tourner vers Sophie et Janie. Du coup, est-ce que vous, dans cette évolution finalement de votre structure, est-ce que ça a été long? Est-ce qu'il y a eu des erreurs?
Est-ce que vous y avez été progressivement pour pouvoir aussi expliquer à tout à chacun que ça peut être une démarche qui peut être... Alors vous allez me répondre, hein, si c'est facile, pas facile, si ça demande du temps, si... voilà. D'essayer d'expliquer un petit peu ce cheminement, puisqu'on voit quand même encore beaucoup d'écuries très classiques où la liberté des chevaux est quand même assez restreinte. Oui, alors moi je dirais qu'il n'y a pas cheminement forcément, parce qu'il y a quand même énormément de gens qui, depuis toujours, respectent les 3F et naturellement, c'est assez évident. Et moi, par exemple, mon poney club, il n'a pas changé de fonctionnement depuis le début, parce que mes poneys ont toujours vécu dehors et en groupe et par affinité. Ils ont toujours eu du foin à volonté, etc. etc. Mais je parle de mon poney club, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font ça depuis toujours. Hein. Là, on en parle, etc. Et d'ailleurs, ça peut faire partie des réflexions. Si on vous avait attendu pour faire ça, bien sûr que heureusement, il y a plein de chevaux qui vont bien. C'est pas le bon terme parce que c'est encore une fois, d'abord il y a cette différence entre bien-traitance et bien-être, bien sûr. Mais enfin, en tout cas, qui vivent dans des conditions qui vont bien depuis longtemps et dans des centres équestres aussi. Donc personnellement, voilà. Alors je dis pas, hein, j'ai changé des choses, mais plus des choses pour le DU d'éthologie que j'avais fait. J'avais, par exemple, quand on est petit, moi j'apprenais déjà pour caresser un cheval, on devait leur mettre des claques parce que ils sentaient pas suffisamment. Ou sinon, mais ça c'est encore aujourd'hui, hein, c'est encore un problème incroyable. Ils vendent des brosses qui sont extrêmement dures et brosser un poney avec ça, et les enfants qui s'arrêtent dans un poney club, ils achètent des petits sacs roses, sacs à dos, et ils ont toujours des brosses abominables à l'intérieur. Donc ça, on a appris que la sensibilité tactile, Léa, du coup, c'est très bien, elle est très importante chez le cheval. Donc moi, j'ai changé ça, par exemple. Alors oui, je suis pas sur les conditions de vie, je n'ai pas changé grand-chose, mais tout en parlant de sensibilité tactile, le coup de talon, voilà, moi j'ai réduit le coup de talon dans mon poney club d'au moins 60% ou 70%. Alors je dis pas que, mais voilà, le coup de talon, c'est une punition, c'est pas une façon de faire partir son poney ou son cheval au pas ou au trot ou au galop. Voilà. Donc voilà, au départ, on a d'autres méthodes. Donc c'est plus des choses comme ça, moi, que l'éthologie m'a apporté, que les résultats des études m'ont apporté, que sur les conditions de vie où j'étais déjà sensibilisée depuis longtemps. Alors les évolutions pour faciliter le travail, par contre, de moi-même et des filles ou des gens qui travaillent avec moi, c'est effectivement, par contre, on a aujourd'hui une remorque qui est tirée par le quad pour faire le fumier, alors qu'on l'a tiré pendant des années. Voilà, maintenant, on peut faire ça manuellement. Voilà, c'est des choses comme ça qu'effectivement qu'on améliore. Et ça on met du temps, par contre, effectivement. En parlant de temps, on met vachement de temps à réagir à ça. Alors que c'est énorme. Alors, une des questions, c'est est-ce qu'on attend la blessure ou est-ce qu'on attend de commencer à avoir mal pour commencer à réfléchir? Et c'est un petit peu nous ce qu'on constate quand même dans notre quotidien de travail, c'est que souvent on attend malheureusement soit l'accident, soit les douleurs pour se dire je vais réfléchir à travailler autrement. Et nous, on attend d'avoir mal au dos, oui, je confirme. Et c'est vrai que c'est un peu, nous, ce rôle de prévention qui est important, parce que l'idée, c'est de pouvoir justement éviter ces pathologies au long cours, et on sait qu'elles sont assez nombreuses, malheureusement, dans cette filière. Et on sait aussi qu'il y a un turnover très fort chez notamment les enseignants, enfin les moniteurs, pardon. Voilà. Je vais du coup quand même poser la question à Janie, hein, sur cette évolution, sur voilà, ce que Sophie aussi a pu évoquer. Oui, donc moi je suis déjà partie dans l'objectif d'avoir mes chevaux dehors. Par contre, je vais peut-être juste rebondir sur quelque chose que je suis en train de penser, parce que ça, je pense qu'on peut peut-être l'entendre. Les chevaux dehors, oui, mais avec ce qu'il faut pour qu'ils puissent s'abriter. Non, je pense que c'est nécessaire de le préciser parce que j'ai ma petite oreille qui entend des... ouais, mais ils sont dehors. Oui, mais bien sûr, bien-être animal dehors, et bien évidemment, une partie de sol stabilisé, un abri pour qu'ils puissent s'abriter du mauvais temps, du soleil. Voilà, bien sûr, si on met un cheval au milieu d'un champ, à tout va, je pense que là, il n'y a pas de bien-être animal. Quelque part. Ni animal ni humain, du coup, parce que quand ils sont dans des carrés debout, grands ou petits, et que justement on doit les nourrir, etc., c'est très difficile, très compliqué l'hiver. Alors qu'effectivement, quand on a des sols stabilisés, que le foin il est facile d'accès avec le tracteur, etc., c'est tellement plus facile pour nous. Oui, c'est ça.
Et du coup, moi, je vais rebondir sur moi. Dans mon début de structure, tu parlais de tirer à la main. Moi, quand j'ai débuté, je nettoie mes paddocks. Donc, pour savoir, il y a actuellement 5 ou 6 paddocks. Ils font 12 mètres de large par à peu près 80. Plus mon troupeau à moi, je ne sais pas quelle surface. Je n'ai aucune idée. Je ramasse les crottins tous les jours. Matin et soir l'hiver. Et le matin en période estivale. Tout ça pour le parasitisme, propreté. Aussi, je ne me vois pas mes propriétaires aller dans un tas de crottins comme ça pour aller chercher les chevaux. Du coup, au début, c'était ma petite brouette, ma pelle. Je montais ma petite brouette dans une remorque de quad. Après, j'emmenais mon quad à la fumière ou dans les vignes ou dans les champs, parce que j'ai pas mal de champs autour de la maison, du coup, et des vignes. Et je déchargeais à la fourche. Comme tu disais, Sophia, au bout d'un moment, j'ai commencé à me fatiguer, même si j'avais mes parents qui m'aidaient encore, parce que je suis toute seule sur la structure. Encore au jour d'aujourd'hui, mais là je suis en train de chercher quelqu'un parce que je suis aussi en train de m'épuiser maintenant sur ces corvées-là et du coup je m'empêche de développer mon entreprise. Et ben, j'ai essayé, j'ai trouvé. Alors la MSA, vous m'avez aidé à investir sur une balayeuse à crottin. C'était génial, sauf qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était pas adapté à ma structure. Puisque dans la boue, parce que l'hiver il y a toujours un petit peu de boue et il faut vraiment que ça soit du sol que stabilisé. L'année dernière, j'ai investi dans une brouette électrique. Ça m'a changé la vie. Je charge toujours les crottins à la main dans ma brouette, mais j'appuie sur le petit bouton et je me déplace de paddock en paddock et je vais dans la fumière. Donc j'ai gagné en fatigue musculaire, physique, etc. Voilà. Sur cette question des aménagements et des potentiels financements par la MSA quand même, parce que effectivement nous pouvons vous apporter des aides financières pour l'achat de matériel qui viennent vous soulager dans le travail, faciliter les manutentions, etc. Tout ce qu'on a évoqué, mais même la question de la stabilisation des sols, ça peut aussi faire partie de cette enveloppe-là. Donc je vous invite grandement à vous tourner vers vos services de santé sécurité au travail de vos MSA pour étudier la faisabilité de monter ces dossiers-là. Très brièvement quand même, c'est des aides financières qui vont jusqu'à 3 000 € quand même et à hauteur de 50% de l'investissement, donc ça peut vous donner un coup de pouce pas négligeable. Je vous invite à contacter les services de santé sécurité au travail de vos MSA. Donc merci beaucoup à vous d'avoir été là.